Mars a toujours attiré les personnes à l'esprit aventureux et aimant l'exploration. La planète rouge a stimulé l'imagination de nombreux penseurs et écrivains, que ce soit Edgar Rice Burroughs, Ray Bradbury, H.G. Wells, Kim Stanley Robinson ou Arthur Clarke. Dans les neiges du mont Olympe, Arthur Clarke décrit les procédures nécessaires afin de rendre la planète Mars habitable pour l'homme. On a appris beaucoup de choses sur Mars au cours des 20 dernières années. Et pendant cette même période, David Percy s'est penché sur ce qu'il considère être des corrélations entre Mars et la Terre. Percy, qui est producteur de cinéma et de télévision, donne de nombreuses conférences et a été l'invité de nombreuses émissions de radio et de télévision. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme a cherché à découvrir les secrets de l'univers. Ce soir, des scientifiques vont tenter de résoudre les mystères de surprenantes photos qui viennent de nous parvenir. C'est lui qui, en tant que directeur européen des opérations pour la mission Mars, a produit la vidéo des découvertes de cette mission, qui ont été présentées par Richard Hoagland au siège des Nations Unies à New York le 27 février 1992, sous le titre « La connexion terrestre ». David Percy est co-auteur de l'ouvrage 2 tiers qui présente l'hypothèse qu'une forme de vie intelligente a conçu et élaboré une construction sur la planète Mars. En septembre 1996, le comté du Yorkshire, en Angleterre, lui a demandé de faire une conférence à l'université de Bradford. De plus en plus de gens ont entendu parler de l'existence, sur la planète Mars, de ce qu'on appelle le visage. Je vais démontrer qu'il existe une connexion entre cette construction sur Mars et les 3 sites anciens de Avebury, Glastonbury et Stonehenge, en Angleterre, grossis à 2 échelles différentes. La plupart des planètes, en raison de leur rotation, connaissent un pôle d'énergie physique tridimensionnel, toujours situé entre les 19e et 20e degrés de latitude, aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Cette latitude coïncide avec celle d'une pyramide fictive de 3 côtés, dont la base serait à l'intérieur de la planète. Nous appelons cela un tétraèdre circonscrit. Imaginez une sphère vide, avec au centre une pyramide touchant la sphère de l'intérieur. Un des sommets de la pyramide serait au pôle sud de la planète. Le plan, formé par la base et contenant les 3 autres sommets, est toujours à 19 degrés 47. Et nous avons trouvé que la même chose se produit avec la plupart des planètes de notre système solaire. Les 2 cas notables étant la tache rouge de Jupiter et la tache noire de Neptune. Et la chose intéressante à relever au sujet de Neptune, c'est que la grande tache noire et la planète Terre sont de taille exactement semblable et qu'à cette latitude, l'énergie est très importante. En août 1975, la NASA a envoyé la sonde orbitale Viking vers Mars. En juillet 1976, Viking a commencé à envoyer des clichés détaillés de la surface de la planète. Intéressons-nous maintenant à la région de la planète appelée Cydonia par la NASA. Il y a là abondance d'éléments vraiment insolites. Notez sa position par rapport au tétraèdre fictif. Elle est placée à 120 degrés du mont Olympe, l'endroit du pôle d'énergie sur Mars. Cydonia est une construction située dans l'hémisphère nord de Mars, à environ 41 degrés de latitude. La latitude est donc plus élevée que 19 degrés 47, mais elle est en relation trigonométrique avec 19 degrés 47.
Cela aurait pu être aussi 30 degrés 60 ou 40 degrés 80. Mais je voudrais souligner le fait qu'il est tout à fait impossible que des êtres conscients aient jamais pu évoluer sur Mars. Et ce, pour la bonne raison que la planète ne tourne pas à la bonne vitesse. Sa vitesse de rotation est trop lente. Mars n'a jamais été, ne pourra jamais devenir une planète bleue. Cependant, nous pensons que des êtres ont pu visiter Mars. Beaucoup de gens croient aux Martiens et pensent que des êtres peuvent vivre sur cette planète comme nous l'évoquons ici. La raison pour laquelle la vie évolue sur notre planète réside dans l'existence de la Lune, dans sa taille et le fait qu'elle tourne autour de la Terre. Mais la Terre tourne dans un sens et l'inclinaison de la planète se situe dans une position opposée à sa rotation. C'est ce phénomène qui crée une tension sur la planète et qui autorise la vie. Aucune autre planète dans notre système solaire ne présente une disposition similaire. Mars tourne trop lentement, n'a pas sa propre lune, et par conséquent n'a pu faire naître la vie, évoluant vers la vie consciente. Cette construction mesure environ 30 miles par 15, un total de 450 miles carrés. Incidemment, nous avons de bonnes raisons pour ne pas utiliser ici le système métrique. Les clichés en question n'ont été d'abord vus que par le personnel de la NASA. Puis, à la fin de l'été 76, certains des clichés ont été montrés à 1 millier de journalistes internationaux lors d'une conférence de presse. Au vu des clichés de Cydonia, plusieurs journalistes ont posé la question « Quel est ce visage ?» Ce visage, leur a-t-il été répondu, n'est dû qu'à un effet de lumière, une question d'éclairage. Le porte-parole de la NASA a ajouté qu'un cliché pris quelques heures plus tard ne présentait plus de traces de ce visage. Il faut dire à leur décharge que les présentateurs de la conférence de presse faisaient un discours plus ou moins improvisé et que l'on ne pouvait donc pas s'attendre à un exposé rigoureux. Quoi qu'il en soit, quelques heures plus tard, donc, la région de Cydonia aurait été plongée dans l'obscurité la plus complète après le coucher du soleil et Viking aurait donc pris des clichés plus à l'ouest. D'autre part, 2 séries de clichés de Cydonia ont effectivement été prises, l'une à 10 degrés et l'autre à 27 degrés d'élévation par rapport au Soleil, et ce, à 35 jours d'intervalle. Or, ces 2 séries d'images montrent clairement le visage et il n'y a aucun effet de lumière. La NASA a menti. 3 ans plus tard seulement, en 1979, Vince DiPietro et Gregory Molenar, 2 spécialistes américains des images traitées par ordinateur, travaillant à la photothèque de l'American National Space Science Data Center, tombèrent non pas sur une, mais sur les 2 séries de clichés de Cydonia. Selon leurs propres mots, ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Pour en revenir à Mars, voici une mosaïque de quelques-uns des clichés de la NASA vus par DiPietro et Molenar dans les années 70. Mais sur cette illustration, les images ont été récemment retravaillées sur ordinateur aux États-Unis, puis à Londres. L'emplacement du visage et d'autres parties importantes de la construction sont clairement définis. À droite, vous pouvez apercevoir le cratère, avec sur son pourtour le tapis de matières éjectées. Nous y reviendrons un peu plus loin. Ce que je dois vous signaler d'abord, c'est que le tapis de matières éjectées provient de l'impact qui a créé ce cratère. Le tapis de matière forme comme une gigantesque éclaboussure. Voici un agrandissement du cratère et du mur. Ce dernier est très droit et s'étendant sur environ 3 km. À propos, le visage mesure environ 1500 mètres. Le mur se trouve clairement sur le tapis de matières éjectées. En d'autres termes, l'existence du mur est postérieure au dépôt du tapis de matières éjectées. Sur les bords du cratère, nous avons quelque chose qui ressemble à une pyramide à 3 côtés, ou tétraèdre, au nord du trou.
Il est très important de se rappeler ce point précis. Et aussi, si vous les voyez, deux points blancs au centre du cratère, dont il faudra se souvenir tout à l'heure, car nous en verrons de similaires. Au sud du cratère se trouve une butte entourée d'une spirale ascendante dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Cette butte fait environ 1500 mètres de diamètre pour 150 mètres de hauteur. Voici une illustration de l'un des crop circles les plus connus, apparus en très grand nombre au sud de l'Angleterre au cours des dernières années. Ce crop circle a surgi à Barbury Castle le 17 juillet 1991. Il s'agit d'un tétraèdre. Notez bien l'encoche en spirale dans le coin droit de l'empreinte. Voici un agrandissement de la spirale logarithmique du crop circle, le bord de la spirale avec ses encoches. Ceci a été réalisé par Errol Torrin. Il travaille au service des cartes de l'Agence américaine pour la défense. Il a réalisé cette illustration qui montre que la spirale avec l'encoche forme la base d'une spirale logarithmique. J'ai réalisé plus tard que l'on retrouve la spirale dans la butte de Mars. Et voici à la fois la butte et la spirale logarithmique. À l'ouest de cette butte se trouve un ensemble qui semble être des structures pyramidales dont l'une est abîmée de façon évidente. Ce groupe de structures est appelé la cité. Au sud de la cité se trouve une grande pyramide à 5 côtés. La grande pyramide D et M, nommée ainsi après sa découverte par Di Pietro et Molenar. Le côté gauche de cette pyramide semble totalement intact, et le côté droit paraît en revanche endommagé. Gardez bien ce détail en mémoire. Ce transparent permet de bien voir les faces de la pyramide à 5 côtés. Comme Errol Torrin, spécialiste en géomorphologie de l'American Defense Mapping Agency, le souligne, un objet à 5 côtés ne peut pas être formé, et à plus forte raison, maintenu en l'état par la seule force du vent et des phénomènes météorologiques. Car la force qui accentue l'une des faces causera inévitablement l'érosion de la face ou du côté opposé. Nous avons envie de dire qu'une pyramide sur Mars est une chose singulière. Mais un visage sur Mars est une chose au moins aussi singulière. L'analyse fractale utilisée pendant la guerre du Golfe a été employée ici, et comme vous pouvez le voir, l'analyse fractale est à droite et l'image originale à gauche. Ils ont utilisé l'analyse fractale pendant la guerre pour repérer des tanks dans le désert. Et en employant cette technique, les spécialistes ont affirmé que le visage de Mars est la chose la plus étonnante sur plus de 4000 km² à la ronde. Revenons maintenant sur Terre. Voici un crop circle qui est apparu au pied de la colline de Silbury, dans le Wiltshire, en Angleterre, dans la nuit du 27 juillet 1991. Ce crop circle m'a incité à observer attentivement une photo aérienne dans le livre d'Aubrey Burle, Avebury au temps de la préhistoire. C'est la photo en noir et blanc prise par Western Photography il y a quelques années. Et c'est un cliché pris en regardant le sud. Et jusqu'à présent, on regardait l'image dans la direction opposée. On avait les constructions de Sidonia avec le nord en haut du cliché. On regarde maintenant dans la direction opposée. Ce cliché est extrêmement utile pour ce que j'avais en tête, parce que la colline de Silbury est également dans le cliché. Alors voilà la colline de Silbury dans le coin supérieur droit, et au premier plan, le cercle d'Avebury et son fossé. Et je suppose que j'ai eu quelque chose comme une réminiscence lointaine. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Je me suis dit,
Voici ce qu'on verrait si on atterrissait sur Mars auprès des constructions. En regardant par le hublot du vaisseau, on verrait en contrebas le cratère dont nous avons déjà parlé, et au loin la butte en spirale. Il m'est alors apparu que le rempart de terrassement et le fossé d'Avebury pouvaient être une représentation du cratère, et la colline de Silbury, au loin, une représentation de la butte en spirale de Cydonia. En utilisant une carte de la région à grande échelle de l'Institut géographique, et plein d'enthousiasme, j'ai alors soigneusement superposé la carte et les constructions martiennes, et j'ai trouvé des rapports étonnants. C'est-à-dire que quand la structure, butte et cratère de Cydonia est réduite dans la proportion de 14 pour 1, 14 miles sur Cydonia équivalent à 1 mile à Avebury, elle correspond parfaitement à Avebury-Silbury. J'ai compris qu'en y ajoutant le crop circle de Silbury, ces trois éléments n'étaient qu'une seule et même représentation géographique et topographique. Ils étaient fondamentalement la même image, transmettant les mêmes informations dans chaque cas. Inspiré par le crop circle, j'ai réalisé que la colline de Silbury et le cercle d'Avebury devaient être des représentations à l'échelle de cette partie des constructions de Mars. Le cercle mégalithique d'Avebury, quant à lui, est l'un des plus grands et des plus beaux qui soient, de 400 mètres de diamètre et d'une rare complexité. Un village s'y niche aujourd'hui. Un écrivain a déclaré que si Stonehenge est une église, alors Avebury est une cathédrale. Avebury est constitué principalement d'un premier rempart de terrassement, puis d'un fossé intérieur d'où provient la terre du rempart. On trouve ensuite les alignements de pierres formant deux anneaux intérieurs. Environ 1,5 million de mètres cubes de matériaux ont été enlevés pour élaborer le cercle d'Avebury. Et on pense qu'il a été construit il y a 5000 ans. Voici un dessin des deux cercles de pierres intérieures qui illustrent bien l'angle à 19,5 degrés avec le nord. Mais regardez maintenant le centre de ces deux cercles de pierre. Ces deux cercles n'existent plus. Ils sont abîmés, mais des experts en ont fait une reconstitution. Les deux repères blancs que je vous ai montrés sur le cratère de Mars correspondent aux deux pierres qui marquent le centre des deux cercles de pierre d'Avebury. On commence à assembler les pièces du puzzle. Les gens qui ont vécu et travaillé sur Mars ont été dans l'obligation d'agir sur l'environnement. Ils avaient besoin d'une atmosphère, de rendre la planète habitable, au moins temporairement. Nous pensons qu'ils ont installé dans le cratère deux gigantesques éléments de technologie appelés disques tournants. Vous en entendrez parler au cours des prochaines années. Il est probable que la NASA fasse des expériences sur les disques tournants. Nous en parlons dans notre livre. Nous pensons que non seulement cette technologie fournit l'énergie des vaisseaux spatiaux, mais aussi peut injecter des gravitrons dans la planète. En agissant ainsi, on peut augmenter la masse apparente de la planète et lui permettre de tourner à la bonne vitesse et d'avoir ainsi une atmosphère. Je suis intimement convaincu que les deux cercles d'Avebury sont là pour immortaliser l'emplacement des disques tournants sur Mars. Et maintenant un retour rapide à une vue générale de Cydonia pour nous rappeler l'emplacement exact du cratère et de la butte en spirale à droite des constructions.
Nous allons maintenant comparer la butte en spirale de Mars avec la colline de Silbury en Angleterre. Il est important de souligner que la colline de Silbury n'est pas une sépulture, comme il a été dit, et que la signification de la structure Silbury-Avebury reste encore maintenant un mystère absolu. Environ 3 millions de mètres cubes de matériaux auraient été remués, ce qui aurait nécessité, selon les experts, le travail de 700 personnes pendant 10 ans. Avec quoi ont-ils travaillé? Et pourquoi? Y avait-il vraiment 700 personnes vivant ici à l'époque? C'est une prouesse étonnante, équivalente à l'arrivée du premier homme sur la Lune. Ça devait être d'une importance considérable pour eux. On dit que les anciens Bretons montaient la colline de Silbury et qu'ils la gravissaient en spirale tout en dansant. En regardant à nouveau la carte régionale de l'Institut géographique, vous pouvez y voir une ligne droite reliant la partie ouest du cliché à la partie droite. Il s'agit d'une voie romaine. En réalité, cette voie romaine dévie pour éviter la colline de Silbury. On peut se demander maintenant s'il existe à Avebury quelque chose se rapprochant du mur de Sidonia. Eh bien, nous avons tracé une ligne partant du centre de la colline de Silbury jusqu'au centre d'Avebury Manor. Voici Avebury Manor. En traçant cette ligne, nous avons découvert que nous avions reproduit l'angle droit, qui est en fait un angle à 89 degrés à la jonction de la droite qui relie le sommet de la pyramide à 5 côtés, comme nous pouvons le voir à gauche du cliché, et de la droite qui va vers le nord jusqu'au centre du mur. Nous avons également tracé une ligne droite partant du centre de la butte en spirale de Sidonia jusqu'à la pyramide tétraèdre sur le bord du cratère. Vous vous souvenez que nous avions remarqué une petite pyramide tétraèdre sur le bord du cratère, au nord d'un trou sur Sidonia. Eh bien, l'angle formé par la verticale du mur et cette nouvelle droite est de 19 degrés 47. Et nous voici de nouveau au pays des merveilles, pas celui des merveilles imaginaires d'Alice, mais celui des vraies merveilles, dans le sens de mystère. Sur la carte de l'Institut géographique, nous avons déjà observé une petite marque, une petite butte sur le rempart d'Avebury, exactement à l'endroit où se trouve la pyramide à 5 côtés sur le bord du cratère de Sidonia. En d'autres termes, la marque indiquée par les géomètres est exactement la même que sur Sidonia. Cette butte se situe juste au-dessus d'un trou dans le rempart d'Avebury. Exactement de la même façon que sur Mars, la pyramide se trouve au-dessus d'un trou dans le bord du cratère de Sidonia. C'est une image miroir. À Avebury, c'est une route qui est la cause du trou, ou du moins elle remplit le trou. C'est la seule butte mentionnée sur le rempart d'Avebury par les géographes de l'Institut, et c'est visiblement l'équivalent du tétraèdre de Mars. Cette pyramide sur le rempart d'Avebury, au nord d'un trou, en miroir de la pyramide tétraèdre sur le bord du cratère de Sidonia, au nord d'un trou, apporte à ce cas une confirmation finale s'il en était besoin. David Myers et moi-même avons fait une étude topographique de la pyramide d'Avebury en décembre 1991. Le tumulus est bien sûr un tétraèdre, mais de structure irrégulière, avec 2 longs côtés et un court, si bien qu'il peut presque donner l'image d'un losange dans une direction. On retrouve ces mêmes aspects dans la pyramide du bord du cratère de Sidonia et dans le mont Thor de Glastonbury. Voici maintenant un dessin du crop circle de la colline de Silbury. Nous retrouvons ici notre angle de 19 degrés 47. J'ajouterai seulement que les structures et les crop circles que nous étudions peuvent générer facilement d'autres angles de 19 degrés 47. Ce crop circle, toutefois, contient une mine d'informations dont, par exemple, les rapports de masse entre Mars et la Terre.
Mais y a-t-il à Avebury quelque chose de plus précis pour indiquer le mur? Dans cet agrandissement haute définition, notez d'abord la position de l'église. Nous avons remarqué sur une photo aérienne, à l'extrême limite nord de l'endroit où aurait pu se trouver la crête du mur, il existait une ligne de dépression à champ ouvert au nord d'Avebury Manor. Eh bien, directement dans l'axe de la projection hypothétique de la colline de Silbury et correspondant à l'échelle du transparent, se trouvait un fossé mal comblé et les traces d'un mur de remblai. Un archéologue de la région qui travaille pour le National Trust depuis 25 ans nous a dit qu'il s'agissait de l'axe nord-sud de l'ancien village. Le tracé passait apparemment sous le village actuel et allait presque jusqu'au parking. Les restes du fossé et du mur peuvent être les vestiges d'une ancienne route, comme le pense l'archéologue, mais il y avait sûrement un but plus important à cela, comme celui d'être la représentation du mur de Mars. Revenons maintenant à la pyramide à 5 côtés et à sa correspondance éventuelle. La ligne de base du triangle que nous avons placé sur la carte de l'Institut géographique partait, vous vous en souvenez, du sommet de la pyramide à 5 côtés de la colline de Silbury. C'était la voie romaine. En faisant demi-tour et en regardant dans la direction opposée, on s'aperçoit que cette ligne droite reliant la colline de Silbury au sommet de la pyramide monte en pente douce jusqu'à un tumulus caractéristique, une butte de terre entourée d'un bosquet d'arbres, le seul accident de terrain sur au moins 1600 mètres à la ronde. Il se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est un endroit magnifique. En se rapprochant, on distingue autre chose. Une stèle érigée au sommet de la butte. La voici. Et voici David Myers et Tony Coulson. Myers est le co-auteur de 2/3. Tony Coulson est radiesthésiste et guérisseur. Il faisait de la radiesthésie sur Terre pour des éléments qui sont sur Mars. Il faisait de la radiesthésie à distance, si vous voulez. Voici une vue aérienne du tumulus prise en été. On se rend bien compte de son isolement. La partie sombre du champ indique approximativement l'emplacement de la pyramide. Des arbres ont été plantés en ligne droite côté ouest. Il y a un angle au sud-ouest de la pyramide, mais si on regarde légèrement au-dessus, on distingue quelque chose qu'on peut appeler un contrefort. Nous avons découvert que la stèle que nous regardions correspond à ce point. Et c'est là que Tony Coulson nous a été d'une grande utilité. Il a senti que cette stèle indiquait une entrée de la pyramide à 5 côtés. En d'autres termes, si comme nous le pensons, ce n'est pas un élément naturel, alors il y a toutes les raisons de penser, en faisant un parallèle avec la grande pyramide, que ce n'est pas une structure solide et qu'il pourrait y avoir une entrée. Il ne savait pas que nous pensions que la pyramide à 5 côtés était impliquée. Il s'agit donc ici du côté intact de la pyramide à 5 côtés. Voici un dessin avec, au bas de l'image, la pyramide à 5 côtés et la cité au nord-ouest. On peut remarquer les structures qui composent ce que nous pensons être le centre de la cité. Il y a un ensemble de 4 structures et on voit très bien la relation avec la pyramide à 5 côtés. Cette ligne verticale, la ligne nord-sud sur Mars, correspond à la bordure d'arbres en ligne droite de tout à l'heure.
Un fermier a donc planté ses arbres dans l'axe de la ligne nord-sud de Mars. Voyons maintenant la cité. La route principale monte jusqu'à ce qui semble être une analogie topographique de la cité. Elle se trouve au nord-ouest de l'image. Il y a une aire de repos près du sommet de la colline, et on peut marcher le long de ce qui s'avère être la crête de la cité. La partie la plus haute de la cité, si vous préférez. La ligne formée par le sommet de toutes ces pyramides. Et quand on regarde d'en haut, on aperçoit une sorte d'amphithéâtre géant. Quelque chose qui semble avoir été sculpté à même le terrain par une forme de vie intelligente, dans un passé lointain et obscur. Les collines correspondent exactement aux pyramides de la cité, et le champ au centre correspond au centre de la cité. L'emplacement d'un canon de la Seconde Guerre mondiale s'ajuste à l'une des pyramides de Sidonia, qui s'aligne directement du centre de la ville jusqu'au sommet de la pyramide à 5 côtés. Le centre de la cité est également indiqué. En effet, à proximité de la lisière nord du champ, 2 terrains en forme d'ovale très allongés n'ont ni été labourés, ni cultivés. Le fermier les a sacrifiés et n'y a rien semé. Ces 2 terrains en losange sont à l'endroit précis des 2 structures qui constituent la moitié nord du centre de la cité. Et à l'arrière, on a les contreforts. Quand on parlait des contreforts et que Tony Coulson nous aidait à définir ce que pouvait être l'entrée de la pyramide, il nous a fait un dessin. Et après, quand on a vu les contreforts, on a été estomaqué, car on sentait que c'était ce qu'on aurait trouvé sur Mars. C'est étrange. Comme si on se retrouvait sur un plateau de cinéma d'Hollywood. On voit le devant, le derrière, on sait qu'il y a l'ossature et les étais, qui montrent que tout ça est artificiel. C'est incroyable et très impressionnant. À côté du site se trouve le fameux cheval blanc. Nous venons de voir une réduction à l'échelle 1/14e des constructions martiennes. Nous allons maintenant examiner son agrandissement par 1,5. Nous avons découvert alors que Stonehenge devient la butte en spirale. Le point nord du cercle d'Avebury devient la base du mur. Et Glastonbury, le sommet de la pyramide à 5 côtés. Voici la ligne Michael and Mary, cette incroyable ligne d'énergie qui démarre du mont Michael et passe à travers le Wash, à travers Glastonbury, pour arriver à Avebury, le long de cette ligne, qui est notre hypoténuse et qui la rejoint. C'est notre lien entre Glastonbury et Avebury. Voici Stonehenge. Quand nous avons fait notre étude topographique en 1991, nous avons employé 4 appareils de mesure pour déterminer la latitude et la longitude exacte de Stonehenge. Grossi 1,5 fois, le cratère devient énorme. Il fait plus de 4 miles de diamètre et semble découler de Marlborough Downs, une vallée en forme de bol. Un chemin appelé le Ridgeway décrit un arc de cercle à l'ouest de la vallée. La route qui part d'Avebury suit la crête et le mur. Quand on regarde la carte, on voit que la crête du mur est signalée par la route de Swindon. À mi-chemin, la route de Swindon oblique brusquement et va vers le nord en suivant l'extrémité du mur. Elle met donc en relief à la fois la crête du mur et son contour. Barbary Castle n'est pas loin sur le bord du cratère, et c'est bien sûr là qu'est apparu le Crop Circle.
La pyramide à 5 côtés, la pyramide D et M, coïncide maintenant avec Glastonbury. Le mont Thor, sans doute le connaissez-vous, est le plus beau des monts. On dirait qu'on l'a sculpté. Il est magnifique en soi. Le mont Thor correspond au sommet de la pyramide à 5 côtés de Sidonia. Le puits si célèbre est sur un prolongement de la ligne qui part de Stonehenge. Stonehenge est à droite sur l'image, et cette ligne traverse le mont Thor et traverse le puits. Mais on ne comprenait toujours pas pourquoi l'abbaye de Glastonbury ne se trouvait pas sur cette ligne. Alors il a fallu aller plus loin. Nous sommes revenus au dessin de la pyramide à 5 côtés de Mars, et nous avons trouvé qu'il représentait à la fois les géométries à 5 et à 6 côtés. Nous savons que les choses vivantes ont une structure géométrique à 5 côtés, et les choses non vivantes, comme les cristaux ou les flocons de neige, une structure géométrique à 6 côtés. Si la pyramide à 5 côtés englobe à la fois les géométries 5 et 6, alors si on les superpose, on peut trouver un dessin sous-jacent. En combinant les symétries 5 et 6, on explicite l'emplacement de l'abbaye de Glastonbury. Souvenez-vous des détériorations de la pyramide que nous avons observées plus tôt. À gauche de l'image se trouve la partie intacte, et à droite, la partie endommagée. Nous pensons que l'abbaye de Glastonbury correspond à quelque chose dans la partie non endommagée de la pyramide, permettant une sorte de vision à distance. Nous avons le sentiment qu'il s'agit d'une partie de la technologie autrefois existante dans la pyramide à 5 côtés. Cette technologie fournissait à des êtres vivants toute l'énergie utile aux constructions dans lesquelles ils ont vécu pendant un certain temps. Et l'abbaye semble avoir contribué à la technologie et à la production d'énergie de ces constructions. Retournons à Avebury. Voici maintenant l'église St. James que nous allons examiner. De l'intérieur, elle semble être construite de travers. Les anciens fonts baptismaux situés sous la flèche ouest et les allées ne sont pas dans l'alignement, sauf quand on se met à la tangente des fonts baptismaux. Il semble qu'à Avebury, tout soit fait pour nous remettre en mémoire l'importance des tangentes. Il est intéressant de remarquer que les 4 routes à Avebury forment toutes des tangentes avec les éléments du paysage les plus significatifs. Que l'on regarde Mars ou Avebury, les routes d'Avebury suivent la tangente du cratère, en haut à droite de l'image, suivent la tangente de la colline de Silbury et la tangente de la cité. 3 fois sur 4, les routes sont en ligne droite. Si vous connaissez la région, vous savez que la route grimpe jusqu'à l'équivalent de la cité, et cette route n'est pas droite sur la carte. Et ces routes se croisent, bien entendu, à la tangente du carrefour de Beckhampton. Par la suite, nous avons découvert que chaque pierre d'Avebury a son équivalent sur Mars. C'est la raison de leur emplacement. La pierre d'Adam et Ève, par exemple, a son équivalent sur Mars, exactement au même endroit. C'est absolument fantastique. Nous soutenons donc qu'un nombre incroyable de crop circles ne peut que renforcer la très grande importance de cette région. Oui, tout cela est codé. Oui, il y a une clé. Ces informations codées sont au-delà de nos rêves les plus fous. Nous avons déjà déchiffré une grande partie des données, des informations et des technologies contenues dans les crop circles. En conclusion, nous pouvons dire qu'il existe des liens indiscutables et très solides entre les 2 planètes et que par conséquent, il y a eu communication physique et ou mentale entre Mars et la Terre.
Nous sommes persuadés que ces informations ne sont pas seulement un message concernant une construction spécifique sur Mars. Il s'agit d'un message codé concernant les rouages secrets de l'univers. Permettez-moi de faire ici un lien avec les mathématiques. Cela implique quelque chose appelé topoglie, qui est expliqué dans le livre 2 tiers. Je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps avec les maths, mais les scientifiques aiment les maths. Elles aident à prouver certaines théories. Cela fait partie d'une expérience conduite par Karl Monk aux États-Unis. Il a trouvé le nombre que vous voyez sur la carte, obtenu en divisant la latitude par la longitude d'Avebury, et on trouve alors le point central d'Avebury. Quand on décimalise ces deux nombres, on trouve un nombre qui équivaut au yard mégalithique. Et nous avons également découvert que ce yard mégalithique était une constante astronomique. Vous voyez ces calculs qui nous donnent la distance Terre-Lune la plus courte. La topoglie existe sur Mars. Voici le visage sur Mars et 6.8902837006 est sa longitude sur Mars. Ce qui veut dire que l'emplacement du visage a été calculé. Et en multipliant le double tétraèdre par pi, on obtient 41 degrés 11 minutes 10.030 secondes. L'emplacement du visage sur Mars et sa topoglie utilisent la même technique, comme en témoignent les positions centrales d'Avebury ou de Stonehenge ou encore de la Grande Pyramide. Cette méthode de topoglie est comme une matrice hyperdimensionnelle. L'emplacement du visage sur Mars n'est certainement pas dû au hasard, comme voudrait nous le faire croire la NASA. Les premières images de la NASA envoyées sur Terre par la sonde Viking en 1976 indiquaient que le visage était symétrique. Les gens qui étudiaient ces photos supposaient que le côté du visage dans l'ombre était identique à celui qui était éclairé. Toutefois, nous pouvons maintenant démontrer qu'il s'agit d'un sphinx. À la lumière de clichés récemment retravaillés par ordinateur, en utilisant la méthode d'équalisation des contrastes, le docteur Marc Carlotto, qui a dirigé ces travaux, a permis de mettre au jour la partie dans l'ombre afin de l'harmoniser avec la partie éclairée. Si nous regardons attentivement la sculpture à deux côtés de Mars, le côté droit, c'est-à-dire le côté droit quand on se place du point de vue du visage, on voit très bien la moitié primate. Elle pourrait représenter un être humain des premiers temps de la Terre. Les êtres intelligents ont une conscience, ont une âme. Leur conscience se situe à la tangente de la ligne centrale du corps, dans le côté droit de la tête. Cela expliquerait pourquoi le côté hominidé est dans la partie droite et le côté léonin dans la partie gauche de la sculpture. Voici le côté gauche. Si le côté léonin est dans la partie gauche, c'est parce que le lion a toujours représenté le cœur. Le cœur qui pompe en 3 dimensions, qui nous maintient en vie. On a donc un symbole de l'âme de l'être conscient et un symbole de la réalité de l'être. Le physique et l'hyperdimensionnel rassemblés dans une sculpture moitié homme, moitié lion. Tout cela est expliqué en détail dans notre livre. C'est un concept extraordinaire et je pense que des êtres ont travaillé longuement à l'élaboration de ce visage, que ce soit pour leur bénéfice ou pour le nôtre. Sur Terre, le plus bel exemple de sphinx que nous ayons est celui connu sous le nom de Ark-Ur, et nous affirmons qu'il a été sculpté il y a environ 237 000 ans. Les lecteurs de notre livre, 2 tiers, en comprendront les raisons. Ce qui nous importe ici, c'est que le sphinx est à moitié homme, à moitié lion, et qu'il est situé à proximité de pyramides.
Nous avons donc un sphinx et des pyramides sur Mars et un sphinx et des pyramides sur le plateau de Gizeh. Mission directors go. And liftoff of the Titan III rocket with the Mars Observer and America's return to the Red Planet. En septembre 1992, la NASA a envoyé sur Mars une sonde spatiale qui avait la capacité, à partir de décembre 1993, de prendre de nouveaux clichés des constructions controversées. Mais la NASA se refuse absolument à photographier à nouveau la région des constructions, malgré les preuves évidentes étayant l'hypothèse d'une vie intelligente qui lui ont été constamment exposées. Selon la NASA, les clichés de cette région, si par hasard ils étaient pris, seraient mis à la disposition du public environ 6 mois après leur réception terrienne. Mais au moment même où le vaisseau se mettait en orbite autour de la planète rouge, le 21 août 1993, Mars Observer tombait en panne. Ni les habitants de la Terre, ni la NASA elle-même n'allaient donc avoir de clichés. Qui est responsable de la panne de Mars Observer? Depuis la publication du livre 2/3, le 21 août 1993, la NASA semble être revenue à de meilleurs sentiments. Si vous surfez sur le web, vous verrez une grande éclaboussure sur la page de la NASA. C'est le visage sur Mars. La NASA est allée sur Mars pour y rechercher la vie. Ne serait-il pas fabuleux d'y trouver des indices d'une vie intelligente? N'auriez-vous pas envie de le crier sur tous les toits et de dire « on ne comprend pas, c'est incroyable, voyons voir ça, on dirait une sculpture, voyons un peu ». Il faut ajouter que le docteur Carl Sagan a admis que l'argument fallacieux concernant l'éclairage du visage était une déclaration erronée et malheureuse du directeur de projet. D'après une déclaration récente des dirigeants de la NASA, nous savons tous qu'ils pensent avoir trouvé la preuve d'une vie sur Mars dans un morceau de météorite de l'Antarctique contenant des fragments de fossiles d'organismes primitifs. Rien de très impressionnant pour l'instant, et ces preuves ne sont pas corroborées. Mais au moins il se passe quelque chose. Il semble qu'une décision ait été prise à très haut niveau pour faire admettre l'idée que la vie existe probablement ailleurs et tout spécialement sur Mars. Pour conclure, il semble déjà établi au-delà de toute incertitude que Mars a été autrefois habité par des êtres pensants. Ce qui est beaucoup plus troublant, c'est qu'il est maintenant tout à fait manifeste que les habitants de la Terre savaient cela il y a 5000 ans et peut-être même avant. La deuxième constatation renforce bien évidemment la première. Ou plutôt, ces deux séries de données forment un tout inébranlable. La dernière sonde américaine Mars Global Surveyor photographie la planète Mars depuis avril 1998 à l'aide de nouvelles caméras possédant une résolution 10 fois supérieure à celle de la sonde Viking 1 qui survola Mars en 1976. Les chercheurs du monde entier attendent beaucoup de cette mission afin de pouvoir peut-être élucider enfin le mystère du visage et des pyramides qui se trouvent dans la région de Cydonia. Les toutes premières photos publiées sur Internet par la NASA semblent montrer que le visage, s'il garde toutes ses caractéristiques faciales, a perdu une partie de son pouvoir évocateur. Il faudra étudier attentivement les prochaines séries de photos avant de tirer des conclusions définitives.